Je vais vous résumer ce livre, Fuck le développement personnel. Ou dit autrement de manière un peu plus douce, attention, prudence quant au développement personnel. On verra qu'au travers ce titre un peu provoque, on va apprendre pas mal de petites choses pour éviter aussi de se prendre la tête et de trop vouloir en faire. C'est un livre de 65 pages, donc un petit livre, du deuxième trimestre 2016, écrit par le docteur Michael Bennett, qui est psychiatre diplômé de Harvard et qui, en 40 ans, a guéri des centaines de patients souffrant de relations conflictuelles, de troubles du comportement, et Sarah Bennett, sa fille, qui est auteure de sketchs satiriques. Nous allons voir la table des matières. Déjà, on va se poser la question de savoir ce que l'on veut vraiment. Dans le chapitre 1, l'idée c'est de reprendre les rênes et de faire la part des choses. Le chapitre 2 est consacré au fait de remonter à l'origine du problème pour en trouver une solution. Chapitre 3 pour essayer de devenir plus positif. Le chapitre 4 pour voir comment essayer d'arrêter de tout foirer dans sa vie. Je passerai le chapitre 5 et on aura quelques mots de conclusion à la fin, y compris mes conclusions personnelles. En préambule, on va se poser la question de ce que l'on veut vraiment. Est-ce qu'on est à la recherche d'une recette miracle? Auquel cas, on risque un peu de se fourvoyer. Et ce que nous dit le docteur Bennett, c'est qu'il a pu observer la différence entre ce que quelqu'un attend d'une thérapie et ce qu'il en retire. Et en final, il nous dit qu'il est convaincu qu'en réalité, beaucoup se voilent la face. En fait, la plupart du temps, on ne voit pas que bien des choses dans notre vie, chez les autres ou dans notre propre personnalité, ne peuvent pas être changées. En fait, il dit qu'il ne garantit pas le bonheur, et même plutôt le contraire. On va détailler ça. Il va livrer des méthodes pour affronter avec force et fierté les inévitables épreuves de la vie. Bien sûr, il n'est pas question de dénigrer le bonheur, il s'agit de ne pas se sentir responsable de ce qui ne dépend pas de nous. Avec par exemple, comme vu dans ce tableau, la différence entre une mauvaise résolution et une bonne résolution. Se dire que l'on veut être au top, que l'on va s'aimer et ne plus jamais boire par exemple, s'avère être en final une mauvaise résolution car quasiment intenable. Alors qu'en final, il serait plus raisonnable de se dire que l'on va apprendre à s'accepter tel que l'on est et que l'on ne sera pas toujours à 200%. Que pour s'aimer, il suffira souvent d'aimer l'effort que l'on fait et s'accepter tel que l'on est. Et sur ce troisième point, toujours faire de son mieux pour résister à un délicieux alcool. Passons à l'introduction dans laquelle il nous dit qu'il est tout à fait louable de vouloir améliorer sa vie. Par contre, si l'on veut réellement avancer, il sera essentiel que l'on ait conscience de nos limites et de nos priorités, juste pour éviter que nos efforts risquent de tourner à l'auto-sabotage. Nous aurons tous nos limites personnelles. Et l'idée est de pouvoir déterminer le niveau de compromis que l'on devra accepter par rapport à notre situation du moment. Chapitre 1, reprendre les rênes de son existence quand tout part en vrille. Étant donné que nous maîtrisons finalement bien peu de choses, il serait étonnant que nous n'ayons pas fréquemment l'impression que notre vie part en vrille. Et quoi qu'il en soit, dans les moments où la vie paraît nous échapper, les objectifs qu'on se fixe sont rarement réalistes. Et le risque est d'augmenter généralement notre sensation d'impuissance au lieu de nous aider à avancer. Donc on est invité à se poser la question de savoir qu'est-ce qui cloche dans notre vie en ce moment. Qu'est-ce que l'on aimerait pouvoir mieux maîtriser. Donc on peut déjà noter les différentes choses que l'on aimerait mieux maîtriser en ce moment. La problématique est souvent la suivante. On peut se trouver confronté à une série de malheurs qui peuvent, si on se sent à tort responsable de ce qui nous arrive, saper notre confiance dans nos valeurs et dans le sens de la vie. Ou encore, on peut être aspiré, contaminé par le malheur d'un proche qui n'arrive pas à s'en sortir. Ou encore, d'autres ont l'impression en permanence d'être au bord d'un précipice et ne se rendent pas compte du savoir-faire qu'ils déploient justement pour ne pas y tomber. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on perd temporairement le contrôle de notre existence qu'il faut croire qu'on aurait dû être en mesure d'éviter cette situation. Donc au lieu de chercher des preuves de nos erreurs ou de notre faiblesse, on pourra porter plutôt un jugement réaliste sur nous-mêmes en nous demandant objectivement ce que quelqu'un de bien peut réellement faire quand rien ne va plus. Ou dit autrement, même si notre situation est due à une erreur idiote, arrêtons de nous croire coupables de conséquences qu'il n'était pas en notre pouvoir d'empêcher, qu'elles concernent notre travail, nos enfants ou notre santé mentale. On est invité juste à en tirer des leçons. On va donc pouvoir faire la part des choses. On va faire la part des choses entre nos émotions et une évaluation réaliste de notre attitude. Et on pourra de nouveau se respecter nous-mêmes et nous concentrer sur les problèmes que l'on va pouvoir reprendre en main.
Et après coup, on pourra constater que les périodes de notre vie où nous aurons surmonté des catastrophes finiront par nous être plus chères que celles où tout aura marché comme sur des roulettes. On va retrouver dans chaque chapitre cette forme de diagnostic express, séparée de la manière suivante entre ce que on voudrait être, et en général on met la barre assez haut et c'est assez classique, de la reconnaissance, de l'amour, du bonheur, être garanti qu'on est sur la bonne voie, etc. Deuxième approche, ce que l'on peut réellement faire, comme par exemple définir des critères raisonnables pour ce que l'on sera réellement en mesure d'accomplir, en tenant compte de notre statut de simple mortel et en fonction de nos capacités au moment de. Et bien sûr, et c'est important, tout simplement de pouvoir être fier de nous quand on respectera ces critères que l'on aura définis. Et on sera invité à ne pas laisser la souffrance altérer ni nos valeurs, ni la voie que l'on a choisie. Et donc, comment y parvenir? Eh bien, on sera attentif aux signes qui ont précédé nos crises passées et qui pourraient indiquer l'imminence d'une nouvelle crise, par exemple. Il sera utile d'être aussi raisonnable, de savoir ce que l'on peut attendre de nous pour agir différemment. Puis aussi cette idée de retour sur les efforts que l'on aura pu faire. On peut aussi se faire aider par un ami ou un thérapeute pour avoir une autre vision sur ce que l'on pense avoir parcouru. Et dans chaque chapitre, on va retrouver un conseil de dire ou d'écrire. C'est très utile de pouvoir écrire quelque chose effectivement pour se débarrasser d'une idée ou pour pouvoir progresser. Donc voilà un petit texte qui est fait pour pouvoir l'adapter en fonction de sa situation. Si c'est pour moi, un membre de ma famille, on pourra insérer ici son erreur dite fatale à laquelle on pense à un moment donné. Donc ce genre d'écrit pourra bien sûr être adressé aussi à quelqu'un si on veut des fois aider quelqu'un sans savoir utiliser les mots ou en évitant le tu qui tue comme on dit par ailleurs. Et on termine par ce genre de positivité, le fait d'être fier de soi malgré les choses qui peuvent rabaisser, en étant invité à ne pas baisser les bras. Chapitre 2, remonter à l'origine du problème pour en trouver la solution. Et bien là on nous dit que c'est pas forcément toujours utile d'accumuler un maximum de données sur notre passé. Un des risques est que parfois cela peut servir d'excuse pour attendre le moment où il sera devenu plus facile d'abandonner les habitudes ou les tares du passé, moment qui risque de ne jamais arriver. Bref, la recherche des racines de nos problèmes est souvent contre-productive et c'est en plus une énorme perte de temps. Voilà les conclusions du Dr Bennett par rapport à ses 40 ans d'expérience. Et on est invité à travers de ce genre de test de savoir où on se situe par rapport à cette recherche du passé. Quand par exemple la quantité de temps, d'effort et de bonne volonté commence à atteindre un niveau très élevé. Si nos amis ou des personnes extérieures nous font comprendre que en fait, le sujet est clos et qu'on y a passé trop de temps. Ou encore si on constate que notre psy commence à s'ennuyer ferme. Et aussi cette sensation de déjà-vu. L'auteur insiste pour dire que la neurobiologie nous apprend que chacun de nos actes résultant de la coopération d'une multitude de capacités, il suffit qu'une d'entre elles faiblisse ou disparaisse pour que nous ne puissions plus fonctionner parfaitement. N'oublions pas en effet que nous sommes dans un système complexe, en arrêtant de croire que le cerveau gère tout notre fonctionnement. On nous dit bien sûr qu'il est inutile de ressasser, donc pour lui c'est clair, demander pourquoi est donc une perte de temps, point à la ligne. Arrêtons de nous poser des questions et passons à l'action. Donc on va retrouver la notion de diagnostic express avec ce que l'on voudrait, comment y parvenir et ce qu'il est conseillé de dire ou d'écrire. Chapitre 3, devenir plus positif. On nous dit que si laisser libre cours à nos émotions négatives, notamment la colère, l'envie ou l'auto-apitoiement, peut nous pourrir la vie, ne pas les exprimer peut nous la pourrir tout autant. Trouver la balance entre risquer de dire des choses affreusement blessantes, méchantes ou injustes et le risque d'exploser. Malheureusement, les choses qui nous permettent de nous libérer de nos émotions négatives sont généralement assez nocives et ne nous rendent pas meilleurs même si sur le moment, elles nous aident à nous sentir mieux. Pour prendre un exemple, il peut être parfois tout à fait légitime d'attaquer quelqu'un verbalement, mais la satisfaction que l'on va en tirer est limitée par une mauvaise conscience durable qui risque de nous faire gamberger en boucle sur la personne que vous vouliez justement rayer de votre mémoire. On peut aussi essayer de devenir plus positif en évitant les gens et les situations qui éveillent en nous des émotions négatives. Par contre, ça risque aussi de nous faire fuir certaines de nos responsabilités, d'abandonner certaines personnes qui ont besoin de nous et devenir indifférents au monde, c'est-à-dire, in fine, infidèles à nos valeurs. C'est pourquoi notre but premier ne devrait pas d'être de nous débarrasser de nos émotions négatives pour mieux nous sentir, mais d'empêcher que ces émotions ne contrôlent nos actes tout en continuant à nous comporter comme quelqu'un de bien. On va être invité à apprendre à faire avec.
Dans les conseils, on peut par exemple demander à des personnes de confiance de nous dire ce qu'elles pensent de la façon dont nous nous comportons pour vérifier si ce que l'on dit ou que l'on fait ne risque pas de blesser autrui ni de nous empêcher de suivre nos objectifs positifs. Si l'on est très critique envers nos émotions négatives, on aura sans doute tendance à s'entourer de gens qui vont nous traiter aussi durement que nous-mêmes, ce qui risque de déboucher sur un cercle vicieux faisant ressortir nos pires traits. Alors ce que l'on peut faire réellement, c'est déjà ne pas laisser nos émotions négatives menacer nos valeurs. Aussi agir correctement, quelles que soient les tempêtes émotionnelles qui agitent notre âme. Sans oublier, supporter de vivre en ayant des émotions négatives, au lieu de nous juger parce que l'on a assez d'agresser le premier venu pour leur échapper. Donc comment y parvenir ? Eh bien déjà regarder en face le Dr Jekyll qui existe en nous. Cela nous aidera à éviter qu'il ne s'extériorise. On pourra aussi tirer des enseignements de chaque occasion où il s'exprime. Et enfin, éviter les éléments déclencheurs autant que l'on pourra, même si cela implique de rentrer chez nous par les petites routes pour éviter les bouchons à l'heure de pointe. Dit autrement, on pourra être parfois dans des techniques d'évitement. Mais c'est vrai, chassons le naturel et il revient au galop, voire en pire. Les émotions négatives sont comme la mafia ou Facebook, plus vous essayez de leur échapper, plus elles resserrent leur emprise sur vous. Un des conseils sera d'éviter les gens vertueux à l'extrême, ceux qui n'élèvent jamais la voix, ceux dont le sourire surdimensionné vous donne la chair de poule, ceux qui enfin usent du même ton exagérément joyeux et doucereux pour parler aux adultes comme aux enfants. Chapitre 4. Arrêtez de tout foirer dans sa vie. Beaucoup de gens sont concernés par la procrastination, les comportements d'évitement récurrents et le manque d'organisation qui leur font non seulement perdre du temps mais les exposent en outre à la honte, aux critiques. Il insiste sur un point qui est fondamental. Les connexions neuronales que l'on considère aujourd'hui comme défaillantes ont incontestablement eu une utilité en termes de survie de l'espèce. Dans la petite partie test, il nous dit que l'on peut être sûr que l'on n'est pas responsable de la façon dont notre cerveau fonctionne si nos poches sont pleines de listes de choses à faire, dont plusieurs comptent un point intitulé « Organiser la liste des choses à faire ». On est le roi ou la reine des excuses et des justifications. Ça, c'est un point assez facile à détecter. Remarquez quand vous trouvez des excuses ou une justification pour quelque chose que vous n'avez pas fait ou que l'on vous reproche. Et enfin, si la seule façon de nous faire arriver à l'heure à une réunion est de nous dire qu'elle commence une heure plus tôt que prévu. Et ce qui va être bien, c'est que dès que l'on aura admis nos faiblesses, on pourra éviter de perdre du temps à essayer d'avoir l'air normal, de plaire aux autorités ou de faire aussi bien, voire mieux que nos collègues de bureau. Et l'on sera amené à se demander sérieusement quels critères on tient à respecter. Nos critères, nos propres critères en fonction de comment on se situe, de comment nous sommes vraiment. Et on va pouvoir s'appuyer sur ces critères pour définir notre propre conception du travail, de la fiabilité et d'un comportement responsable. Et on fera ce que l'on pourra pour les respecter au quotidien, à notre manière et à notre niveau. En n'oubliant pas que foirer, ce n'est pas avoir de mauvais résultats, mais de ne pas faire de son mieux avec ce que l'on a. Conclusion de l'auteur, chercher à s'améliorer, c'est bien, mais prudence. La volonté de s'améliorer est un phénomène universel, mais elle peut finir par nous nuire si on ne prend pas en compte ce qui ne peut pas ou ne pourra jamais être changé en dépit de notre bonne volonté. Si on apprend à limiter notre responsabilité et nos attentes à ce qui est vraiment sous notre contrôle, alors nos efforts porteront leurs fruits et on aura de réelles chances d'atteindre nos objectifs. Faisons appel à notre expérience et à notre bon sens pour définir les limites de ce que l'on peut changer, même si cet exercice nous déprime dans un premier temps. Et quand on aura fixé les tâches que l'on pourra accomplir, on pourra être sûr qu'elles seront à notre portée. Et si notre priorité n'est pas de se sentir bien, mais de faire ce qui est bien, il n'y a aucune raison pour que l'on n'obtienne pas de bons résultats. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Petit livre court mais intéressant qui remet en perspective des belles idées. Il est important de garder en tête nos limites, d'admettre nos faiblesses, de se rappeler que l'on fait toujours pour le mieux la plupart du temps. Et pour nous aider, rien ne vaut l'écriture, qui sera la mémoire entre autres de nos efforts accomplis. Et comme nous sommes tous différents, il n'est pas très utile, voire contre-productif de se comparer aux autres. Une fois cette prise de conscience, on pourra effectivement définir des critères de progression raisonnables et surtout en être fier quand on les respecte. Et aussi accepter qu'il y aura des jours sans. Prenons conscience que chacun de nos actes résulte dans la coopération d'une multitude de capacités. Et chaque capacité peut faiblir ponctuellement. Et peut-être bien, comme il dit, que la recherche des racines de nos problèmes est souvent contre-productive et que c'est une énorme perte de temps. J'aime bien ce côté
Arrêtons de nous poser des questions et passons à l'action. Si laisser libre cours à nos émotions négatives, notamment la colère, peut nous pourrir la vie, ne pas les exprimer peut nous la pourrir tout autant. On va juste essayer d'empêcher que ces émotions ne contrôlent pas nos actes. Voilà à mon sens de bons conseils pour continuer d'avancer plus sereinement sur notre chemin de vie. Voilà pour le résumé de ce livre.